je pense que nous sommes en direct, toujours un petit décalage. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission numéro 10 de Rencontre des auteurs francophones. Nous sommes le 11 novembre et donc je me disais que c'était l'occasion de parler des 102 ans qui ont suivi la fin officielle de la Première Guerre mondiale et donc d'avoir un invité qui pouvait nous parler du sujet. Et donc, je vous propose aujourd'hui de revenir sur le formidable livre de toute notre histoire de Mathieu Legendre. Mathieu Legendre va nous parler de ce livre en détail. C'est celui de son aïeul, enfin c'est le journal de guerre de son aïeul. Et c'est un sujet qui me touche hein, parce que j'ai eu la chance de travailler sur une des expositions de la mission centenaire du gouvernement, la formidable exposition Merci de Jean-Claude Narcy. Donc, je me suis vraiment plongée dans cette guerre et j'ai appris ce qu'on n'apprend pas dans les manuels scolaires, en vérité. Donc, voilà, j'étais vraiment ravie de découvrir ce livre et ravie qu'on puisse en parler ce soir. Donc, Journal de guerre d'un soldat, c'est ton aïeul, Camille. C'est pas ton aïeul direct, mais c'est ton aïeul. Et on va suivre ce journal au jour le jour. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que à chaque chapitre, il y a un rappel de la situation historique. Donc, avant qu'on rentre dans ces journées terribles de Camille, on sait un peu où on en est, ce que fait Camille, où va aller Camille. Et donc, j'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur ton parcours, parce que quand je t'ai demandé d'où tu venais, tu m'as dit « Je viens de Meaux, la ville de Bossuet, du Brie et de la moutarde ». C'est ça, exactement. Alors, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Et c'est aussi, bien sûr, le musée de la Grande Guerre qui a été inauguré, effectivement, le 11 novembre 2001. 2011, pardon. On va revenir un peu sur ton parcours parce que tu as fait des études de droit. À SAS pour les Parisiens. Tu as passé ton CAPA et tu étais avocat. Tu as commencé ta carrière en étant avocat à Meaux. Et puis en 2011, première visite à New York et puis tu rencontres l'amour un 11 novembre. Voilà, exactement. C'était un jour prédestiné. J'ai rencontré ma future épouse lors d'un voyage à New York le 11 novembre 2011. Donc aujourd'hui, c'est un peu aussi notre anniversaire de rencontre avec mon épouse. Donc, merci. Et donc après, elle te rejoint à Meaux. Donc vous allez vivre à Meaux quelques années. Et puis après, tu reviens à New York avec un nouveau projet de vie. Exactement. Ouais. C'est passé. On est revenu habiter aux États-Unis en 2016, début 2016. Donc, mon épouse travaillant maintenant pour la ville de New York. Et puis, moi, arrêtant ma carrière d'avocat, après 10 ans de bons et loyaux services comment dire, pour le droit et pour les clients, j'ai décidé voilà, de changer de carrière et d'essayer de nouvelles choses professionnellement et aussi au niveau de mes patients. Oui, parce que tu es professionnellement à la fois consultant et puis tu es aussi professeur de français pour le corporate, hein, pour donc des gens au niveau dans les entreprises qui ont besoin de perfectionner leur français dans leurs échanges professionnels. D'ailleurs, tu m'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés que c'était un vrai plaisir pour toi de faire ça et que tu avais fait au début comme ça pour tester. Finalement, tu as pris vraiment du plaisir à ces échanges et à ces discussions. C'est ça, exactement. Alors, je ne veux pas être critique vis-à-vis des enfants, mais c'est vrai que là, je donne des cours à des adultes qui sont dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir la plupart du temps un vocabulaire spécial. Et pour moi, c'est cet intérêt, c'est de partager mes connaissances en français et mes connaissances aussi d'un vocabulaire qui n'est pas forcément celui qu'on va employer tous les jours, professionnel ou parfois des mots qu'on ne dit plus. J'ai aussi appris du latin fait du latin pendant mes études et c'est vrai que j'aime bien redonner l'étymologie des mots. Et bon, parfois, je dis aussi à mes élèves, oui, bon, on n'utilise plus trop ce mot-là, mais voilà, c'est bon de le connaître. Voilà, je l'aime bien et quand vous lisez des ouvrages, c'est toujours bien de connaître ce vocabulaire. Alors, tu as aussi une vie associative importante puisque tu es secrétaire du Paris Americans Club. D'abord parce que tu es très, très intéressé justement par les relations franco-américaines. C'est ça qui t'a poussé notamment, je crois, à rentrer dans cette association importante.
Oui, ce qui m'a intéressé dans le Paris American Club, c'est que c'était pas simplement un club d'expats ou un club d'Américains, mais c'était un club mixte. C'est un club qui accueille des Américains et des Français ou d'autres nationalités et de gens qui sont justement intéressés par ces bonnes relations franco-américaines, culturelles surtout. Et donc, on a la moitié de nos membres sont américains et l'autre moitié sont français. Et donc, on échange en français et en anglais. Et c'est quelque chose d'assez intéressant, effectivement. Ah, Et c'est assez fascinant. rapidement, j'ai rejoint le board pour être plus actif dans cette association. Et ils ont bien, bien de la chance de t'avoir. Merci. Alors, on va revenir sur ton livre, hein, Toute notre jeunesse. Donc, ce livre, c'est une nouvelle édition qui vient de sortir. Je rappelle que le livre de Mathieu Legendre est en vente sur French Week, alors aussi bien sur le site frenchweek.com que dans la boutique qui vient de rouvrir et qui est à Chelsea. Vous trouverez l'adresse sur le site. Et donc, vous trouverez ce livre et puis vous trouverez une sélection de 80 livres francophones d'auteurs qui viennent à peu près partout dans le monde. Nous avons rentré une auteure kanak et une auteure canadienne, donc, qui vient rejoindre le club des auteurs francophones. Donc, ce livre qui est extrêmement bouleversant parce que, comme je le disais, on a tous appris la Première Guerre mondiale à l'école, mais on ne l'a pas appris comme ça. On n'a pas appris cette barbarie et cette sauvagerie inhumaine et quotidienne et je trouve qu'on touche très bien avec les paroles de Camille, ton aïeul, parce qu'on est au quotidien, on vit les choses, on a presque l'impression parfois même qu'il raconte les choses comme s'il les voyait sans humanité, mais c'est finalement pour se protéger d'une déshumanité terrible, quoi. C'est assez terrible. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la genèse un peu de ce livre. Comment as-tu récupéré ce journal? D'abord, est-ce que tu savais qu'il existait? Oui, oui, je savais, j'ai su très, très jeune que ce journal existait, puisque moi, je n'ai pas connu Camille, qui était décédée déjà avant ma naissance, mais j'ai été très proche de son fils, qui passait notamment toutes ses vacances avec nous, et qui nous avait parlé de ce livre, et qui l'avait confié à la fin de sa vie à un collectionneur, à quelqu'un qui était très intéressé par toutes ces histoires de la Première Guerre mondiale. Et lorsque le fils de Camille, donc Maurice, est décédé, le collectionneur a retrouvé les coordonnées de mon père et nous D'accord. a confié le livre de cette manière. Et c'est comme ça que j'ai récupéré le livre et que j'ai pu le lire intégralement, finalement, des années plus tard. Comment tu as décidé de faire de ce journal de guerre un livre, de le mettre sur papier et de le proposer finalement au grand public? Alors, j'ai été choqué par la lecture du livre, en réalité. Je l'ai lu très rapidement. Alors, je vais juste vous le montrer parce que Oui, oui, l'extrait, c'est le fabuleux, tu carnet me l'as exprès, montré, ouais, tu me l'as montré tout à l'heure, c'est fabuleux. voilà, c'est écrit donc, avec une belle écriture, mais assez fine. Donc, il faut vraiment se concentrer pour le lire et quasiment parfois le déchiffrer. Et donc, la lecture m'a passionné. Et comme toi, j'ai eu l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur un conflit et d'avoir été vraiment choqué aussi par beaucoup de passages de ce journal. Et je me suis dit, la lecture est assez difficile dans sa forme parce que c'est un journal, donc par définition, qui donne des informations tous les jours. Donc parfois, on a un rythme qui est assez lent avec des informations qui ne sont pas forcément pertinentes. Et ensuite, on a des passages très intenses qui sont difficiles à déchiffrer du fait de l'écriture, de la manière de parler, des informations, du vocabulaire spécifique à la Première Guerre mondiale aussi. Et donc, j'ai trouvé que c'était important pour ma famille, dans un premier temps, de pouvoir le lire, mais plus facilement que ce que j'avais pu faire. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet pour rendre ce livre accessible à mes proches, à ma famille, dans un premier temps, pour que Mais tout donc, le monde puisse. ça veut dire que tu as fait un véritable travail de rédaction. Tu es parti des notes, mais tu l'as rédigé pour que pour que ça devienne un livre en vérité accessible à tous. Alors oui, un gros, j'ai mis quasiment 2 ans à écrire, à réécrire, rééditer, réécrire ce livre, hein, qui a été en fait, et donc, euh, comment dire, que j'ai repris intégralement informatiquement. J'ai redéchiffré effectivement tout le livre, vérifié tous les noms qui étaient dans le livre, les noms de villes, par exemple, un problème auquel on ne pense pas, mais des villages qui existaient en 1918 n'existent plus Ah oui, aujourd'hui.
certains ont été rasés, certains ont fusionné avec d'autres villes. Donc, il faut revérifier toutes les informations. D'autant qu'à certains moments, quand il cite un nom de village ou le nom d'un camarade, il le cite oralement. En réalité, il ne connaît pas l'orthographe exacte. Donc, il a fallu vérifier tous ces noms de villes et tous ces noms de personnages, de camarades et de poilus. Et ça a pris effectivement beaucoup de temps, tout en essayant de reprendre des informations plus générales, comme tu disais, pour essayer de recadrer le récit dans son histoire. Dans son histoire. Oui, pour qu'on comprenne un peu effectivement le journal de guerre et qu'on le remette dans ce qui se passait à ce moment-là en France et puis à l'étranger, parce que tu parles de la guerre de façon générale et de son évolution au moment même où Camille parle. Mais on sent bien que tu as prêté ta plume à Camille de toute façon. Hein. Voilà, c'est un récit qui est très bien écrit, très agréable à lire, avec une jolie écriture. Donc, voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est quand même que tu es un passionné d'histoire. Je pense que les gens qui nous écoutent ce soir l'ont bien senti. Tu es passionné par quoi? Par cette histoire précisément ou non? C'est juste une partie de l'histoire qui est venue à toi, mais c'est l'histoire en général qui te passionne? Non, je suis un passionné d'histoire en général. J'ai toujours été passionné par l'histoire. Mais c'est vrai que l'histoire du XXe siècle est vraiment la partie qui m'intéresse le plus. Donc, le premier, le second conflit mondial et leur genèse. Je ne sais pas si on en parlera après, mais je travaille, j'ai un autre projet sur lequel je mets aussi un peu de temps, qui finalement est sur la genèse de ces deux premières guerres mondiales, et donc nous faire retourner aussi un peu à la fin du 19e siècle. Et c'est intéressant de voir comment la première guerre ou la deuxième guerre mondiale ne sont pas juste des incidents d'histoire pendant 5 ans, mais comment tout s'est mis en place, déroulé. Et c'est vrai que c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse très fortement. Alors, tu as rajouté dans cette nouvelle édition un préambule de quelques pages, parce que globalement, les gens voulaient savoir qui était Camille par rapport à toi. Et donc, tu as replacé Camille dans ton histoire familiale. Camille, ce n'est pas ton arrière-grand-père, c'est quoi? C'est un cousin éloigné? Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez l'ouvrage, donc c'est une photo de Camille qui était dans le journal, et beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est vrai qu'il te ressemble. J'ai dit, bon, pourquoi pas? C'est vrai que bon, il était dans l'Oise, à côté de la Normandie, et ma famille paternelle est normande. Mais au final, je n'ai pas connaissance d'un lien, enfin d'un lien de sang. On a un lien de parenté puisque c'est l'oncle de ma grand-mère. C'était l'oncle de ma grand-mère à double égard, puisqu'il a été l'oncle donc d'une des tantes de ma grand-mère, et celle-ci étant décédée, derrière, il s'est marié avec l'autre tante. C'était beaucoup plus facile à l'époque. On s'arrangeait plus facilement. Voilà, il y avait un enfant, surtout, il y avait un enfant à élever, qui était donc Maurice. Et donc, c'est comme ça que c'était un double oncle de ma grand-mère, qui donc l'a très bien connu. Mais voilà, c'est mon arrière-grand-oncle. D'accord. Alors, justement, tu parlais de cette famille. Comment elle a réagi, cette famille, quand tu as décidé de publier ce journal de guerre? Est-ce que c'était formidable, c'est un hommage à notre famille? Ou est-ce que tu as eu, tu ne crois pas que tu étales un peu des choses qui nous sont privées? Comment ça a réagi chez toi? Non, tout le monde a bien aimé ce projet. Tout le monde comme je l'ai dit, je l'ai fait avant pour ma famille. Et donc, avant même de publier le livre, je l'ai partagé avec toute ma famille. J'ai partagé un PDF, comme ça que tout le monde pouvait le lire très facilement. Beaucoup l'ont lu et beaucoup m'ont félicité. Je les remercie pour tout le travail que j'avais pu faire sur cet ouvrage. Et beaucoup n'étaient pas forcément au courant de l'existence même de cet ouvrage et de son contenu. Et donc, voilà, certains ont été choqués par son contenu, parce que certains passages peuvent être assez délicats. Comme tu dis, il y a des moments vraiment où on est dans une guerre assez barbare. Il y a des moments assez difficiles à lire. Mais au niveau historique, au niveau culturel, tout le monde a trouvé que c'était un ouvrage très important à rédiger. Oui, c'est vraiment une lecture importante, parce que voilà, moi, pour avoir travaillé sur le sujet, j'ai encore appris des choses, et on se rend compte que Camille, finalement, a été au cœur de
de cette guerre, mais dans tous ses détails, quoi. Et j'aimerais que dans cette deuxième partie, on revienne un peu sur différents détails pour que nos auditeurs ce soir s'aperçoivent de ce qu'était un peu cette guerre, parce que tout le monde ne se rend pas compte. Si tu ne plonges pas un peu avec cette volonté de découvrir ce qu'il y avait derrière, ben, finalement, tu as l'histoire que tu avais appris sur les bancs d'école. Donc, alors on va rappeler que Camille, au début, en tout cas au début, est brancardier. Mais alors, il n'est pas protégé pour autant. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a une baïonnette qu'il ne risque pas la mort à chaque point de tranchée, j'ai envie de dire, comme les autres. Je trouve que d'emblée, on comprend tout de suite que les hommes dans cette guerre sont vraiment de la chair à canon. Je veux dire, les conditions de bataille sont vraiment terribles. Conditions de bataille et conditions de vie. Quand il explique, par exemple, certaines nuits dans les tranchées, il y a de l'eau jusqu'aux genoux, donc ils ne peuvent pas s'allonger pour dormir. Donc, c'est des nuits sans dormir, c'est des nuits épuisées, c'est des nuits où ils ont froid, où ils ont faim. C'est quelque chose que j'imagine que tu connaissais déjà, que Camille t'a à renforcer toutes ces informations que tu avais. Oui, effectivement, sur tout ce début, en tout cas le début du conflit, on est sur un conflit qu'on pense court et les soldats n'ont pas des vêtements appropriés, ils n'ont pas l'équipement approprié. Des casques d'ailleurs. Voilà, au début, on n'a pas encore ce casque Adrien, on n'a pas cette capote bleue qu'on connaît tous. Et donc, les gens ont froid, on a froid aux pieds, on dort dans des tranchées, c'est-à-dire on dort dans de la terre et de la boue. Hein. Les tranchées, c'est simplement, les soldats faisaient des trous avec leurs pelles et creusaient leurs trous pour aller dormir dans leurs trous. On est proche des animaux, hein. De toute façon, on est au XXe siècle avec des gens qui allaient avant à l'hôtel, qui dormaient sur des bons matelas. Et là, on leur dit, bon, retournez comme au Moyen-Âge, allez, et encore même peut-être avant le Moyen-Âge, allez creuser votre trou pour aller dormir pendant la nuit, sans allumer de feu pour ne pas que les Allemands ne vous repèrent. Donc, aucun moyen de chauffage, aucun moyen de lumière, aucune lumière, aucun moyen de voir des choses. On ne peut pas chauffer la nourriture. C'est effectivement des conditions, surtout au début du conflit, des conditions très, très difficiles. Et puis, alors, la deuxième partie extrêmement difficile, c'est puisqu'il est brancardier, donc son rôle, c'est d'aller chercher les morts et les blessés. C'est toutes ces descriptions de corps déchiquetés, de corps sans tête, sans pieds, ouverts en deux. Et on a l'impression que Camille le raconte de façon extrêmement factuelle, mais tu sens derrière que je trouve qu'il se protège finalement de ces horreurs, quoi. Oui, alors il a eu la chance effectivement de passer brancardier assez rapidement au début du conflit. C'est sans doute, bon, il y a eu beaucoup de brancardiers qui sont décédés, mais oui, c'est sans doute ce qui lui a sauvé la vie aussi, de rester brancardier. Il a fini le conflit en étant infirmier, mais il affronte des moments très difficiles où il doit passer dans le no man's land pour aller récupérer des blessés, parfois même des morts. Et à plusieurs reprises, tu le disais, à plusieurs reprises, il n'est pas loin d'y passer lui aussi. Hein. Donc c'est juste incroyable. Quand tu lis ce livre, tu as l'impression que tous les jours, c'est un miraculé. Il échappe à la mort tous les jours. C'est-à-dire qu'à gauche, à droite, devant, derrière, il y a des hommes qui tombent. Et lui, il est là. Et on verra, il sortira de cette guerre sans être blessé. Et tu te dis vraiment que Camille était un miraculé. Tu te demandes même comment tous les hommes qui sont sortis indemnes de cette guerre ne sont pas que des miraculés. C'est juste incroyable. Ouais, il y a un autre truc, une autre chose qui était importante et dont parle Camille d'ailleurs, parce qu'il a assisté à 2 reprises, ce sont les exécutions de ceux qui font demi-tour. Et ça, c'est terrible parce que tu le sais que ceux qui ont refusé, mais ceux aussi qui ont eu peur, qui ont fait demi-tour, ont été exécutés. Et là, Camille parle d'un cas qui m'a beaucoup émue parce qu'il parle d'un homme qui était simplé. Et donc finalement, il a eu une réaction, voilà. Et il parle de cet homme qui est simplé et qu'on exécute pour faire un exemple, pour surtout pas que d'autres hommes fassent demi-tour face à l'ennemi, quoi. Et ça, oui, on voit que l'ennemi, c'est les Allemands et on ne comprend pas pourquoi finalement on a tué nous-mêmes certains de nos soldats, alors qu'on leur demandait des choses extrêmement difficiles que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne pourrions pas faire parce qu'on allait vers une mort certaine à bien des moments, à bien des égards.
Et quand on voit effectivement ce que tu disais, les blessés, les morts, la chair, ce que je te disais, on n'a pas l'odeur dans le livre, c'est tout ce qui manque. C'est tout un contexte très difficile, tout un contexte d'horreur pour ces gens-là. Et on se dit, et en plus, derrière, il fallait continuer, il fallait avancer et aller au front pour conquérir 100 mètres, pour prendre une tranchée qui serait reprise le lendemain par la contre-attaque ennemie. Donc, ces moments d'exécution des Français par les Français sont très émouvants. Et j'ai vraiment voulu reprendre ce que Camille disait et retranscrire son émotion où on voit ce côté, ce gâchis, vraiment. Il y a très peu de moments où tu sens que Camille se laisse aller à de l'émotion. Et ça en fait vraiment partie. On reviendra sur d'autres moments importants. Mais on a aussi l'impression, je trouve, en tout cas au début, que le combat est un peu inégal. On a l'impression que les Allemands ont des grosses machines et que de l'autre côté, on a des baïonnettes. Et donc, on a cette description, je trouve, augmente cette idée de boucherie, quoi. On a l'impression que les Français sont éliminés par dizaines, par centaines certains jours. Le début, pour reprendre rapidement la chronologie de la Première Guerre mondiale, c'est vrai que le début a été très, très difficile pour les Français. On voit Camille qui commence au mois d'août. Quand il commence, quand il arrive, le canon gronde aux portes d'Amiens. Et donc, tout son régiment est obligé déjà de fuir en Bretagne pour être reformé. Voilà, donc les Allemands ont été très proches de la victoire dès le début du conflit. Et ensuite, les Français et les Anglais ont pu reprendre une partie du territoire en contre-attaquant après la bataille de la Marne, mais ils l'ont fait à la force de la baïonnette. Et à la force de la baïonnette à la force de on a envie de dire pas simplement du fusil, mais c'était vraiment la baïonnette, les combats dans les tranchées, corps à corps, avec le bout de leur fusil. Oui, d'ailleurs, à un moment, on donne au brancardier un couteau pour se défendre. Enfin, voilà. C'est juste hallucinant. Il y a autre chose que Camille a connu, c'est les gaz, les fameux gaz moutarde, tous les gaz toxiques. Ça c'est des choses qu'on apprend sur les bancs d'école, mais là on voit Camille face à tout ça et comment avec des moyens désuets ils essayent de tenir le coup, de s'en sortir. Alors là on voit ce que tu disais par rapport aux Allemands, pour le coup c'est que la technologie allemande a été certainement en avance sur la nôtre. C'est que donc ils sont les premiers à avoir lancé ces gaz et ils avaient aussi des masques à gaz plus performants que nous, et on le voit à plusieurs moments. Ils font des tests de masques à gaz. Donc, on fait passer les hommes les uns après les autres dans une pièce remplie de gaz. Et c'est assez intéressant de voir comment les Français ont essayé d'améliorer leur propre technologie pour réussir à ne pas mourir et pour réussir à ne pas envoyer tous ces gens à l'infirmerie. Ouais. Alors, de temps en temps, Camille, et donc c'est ce que je disais, il y a une phrase qui est assez percutante, et il y en a une que j'ai trouvée assez percutante, c'est quand il dit, au début, ils sont payés 1 sou par jour, puis je crois après 2 ans, ils passent à 5 sous par jour, et il s'est dit, pour se faire tuer, c'est pas cher. Et oui, c'est vrai qu'on se dit, finalement, il y a un, comment dire, on va appeler tous les soldats, une mobilisation générale, on appelle tous les soldats à venir rejoindre l'armée. Les soldats n'ont pas le choix, et c'est une question qu'on ne se pose pas trop finalement, de se dire, bon, aujourd'hui on sait que les soldats sont payés, et les soldats, on se dit, est-ce que les soldats, on est tous appelés aujourd'hui pour défendre le pays, est-ce qu'on demande à être payés? Bon, le gouvernement les a payés quasiment rien, c'était honorifique, et petit à petit, voilà, à cause justement des problèmes dans les rangs, hein, parce que les soldats étaient mécontents. Hein. Au début, il n'y avait pas non plus de permission. Alors, les soldats devaient rester tout le temps au front. Et petit à petit, on a essayé d'améliorer les conditions de vie des soldats. Donc, on leur a donné un peu plus d'argent pour qu'ils puissent acheter de quoi améliorer leur journée, leur repas. Et ensuite, on leur a donné des permissions pour qu'ils puissent retourner un peu voir leur famille. Voilà, donc ça a été... Progressivement, les Français ont appris la guerre au cours du conflit, et on voit petit à petit ces conditions quand même s'améliorer entre voilà, les premiers mois de 1914 et la fin du conflit. Puisqu'à la fin, on parle de certains abris avec de l'électricité, ce qui est pour eux extraordinaire de retrouver une lampe électrique dans
dans un abri, quoi. Alors, parmi les moments aussi difficiles racontés par Camille, c'est quand il parle de ces jeunes qui sont agonisants et qui appellent leur mère. Et ça, il en parle plusieurs fois dans le livre. Ça, c'est des moments terribles où il dit, on a beau voir ça tous les jours, on ne s'y habitue pas. Oui, je pense. Alors, quand j'ai lu ce livre, quand j'ai lu ce carnet la première fois, des images qui me sont remontées sont forcément des films, de certains films, notamment Soldat Ryan, quand on a le débarquement à la plage et où on voit quasiment un peu cette réalité de ces jeunes de 18 ans qui ont le ventre troué par une simple balle tirée à 500 mètres ou à 1000 mètres et on les voit appeler leur mère. Hein, et je pense que tout un chacun, quand il est enfant, quand il est jeune, c'est les parents, c'est leur mère qui va les rassurer. Et c'est vrai que c'est toujours des moments tristes que Camille a partagés, où on se met à la place de Camille, mais on se met aussi à la place de ces jeunes, de se dire, voilà, à 18 ans, si j'avais été soldat, comment ça se serait passé, hein. Est-ce que je m'en serais sortie? Alors Camille parle aussi des rats. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent lu, de ces rats qui deviennent le quotidien de ces soldats, et notamment la nuit. Et il parle des rats qui leur marchent sur la tête. Alors, il ne parle pas des rats qui mordent, mais on sait qu'il y a des témoignages de poilus qui racontaient qu'ils se faisaient bouffer quasiment toutes les nuits. On a vraiment l'impression que Camille évoque quasiment tous les points noirs de cette terrible guerre, quoi. Il est passé c'est ça, partout. on voit les poux, il y a les poux, les rats, on a vraiment tout ce côté, encore une fois, animal, où l'homme n'est plus un citoyen de son pays, l'homme est un soldat qui est chargé de défendre par son propre corps, qui est chargé de défendre par son propre corps son pays, et il devient un animal comme un autre, et retour à la nature, dans les bois, dans la boue, avec les rats, avec les poux, sans pouvoir se laver, sans pouvoir parfois boire, parfois manger. C'est vraiment des conditions qui ont été... et on voit effectivement que Camille, ce qui est intéressant, c'est un des points qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on apprend en cours d'histoire, c'est qu'on a l'impression que la guerre 14-18 est une guerre de tranchées où on ne bouge pas. Oui. Et en réalité, on voit bien dans ce carnet et cet ouvrage, c'est que Camille a beaucoup bougé. Il a été beaucoup en Argonne, donc près de Verdun, mais il a été dans la Somme, il a été dans les Vosges, il a même été en Algérie. Oui, il a beaucoup bougé et donc il a pu découvrir les expériences de chaque front, chaque endroit avait justement des problèmes, rencontrait des problèmes particuliers. Donc, il a pu vivre toutes ces expériences. Oui, parce que, alors moi, je me suis posé la question de voir que même quand ça ne tirait pas, même quand ça allait bien, eh ben, on repartait pour 20 km, 30 km, 40 km, et tu te dis à certains moments, mais pourquoi on fait marcher ces hommes tous les jours? Tu as l'impression qu'ils n'ont pas de destination, qu'ils marchent pour marcher, alors qu'ils sont épuisés et que tout ce qu'ils voudraient, c'est se poser et essayer de rêver un peu, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est la dure réalité de la vie militaire. C'est le maintien en forme, le maintien de la discipline. Il ne faut pas que les hommes se ramollissent. On fait attention à ce qu'ils ne boivent pas trop. Alors, je pense qu'on buvait à l'époque beaucoup plus qu'on ne boit aujourd'hui. Oui, alors ça, j'étais étonnée parce que je sais qu'on a donné beaucoup à boire à 14-18 pour leur faciliter le fait d'aller se faire tuer. Là, Camille ne parle pas de vin. Il ne parle pas de... Non, effectivement. Il parle des problèmes avec certains soldats qui deviennent sous. Et c'est peut-être aussi pour ça, parce qu'il a, en tant qu'infirmier, de brancardier, il a vu tous ces problèmes. Il avait certainement besoin de ne pas sombrer dans l'alcoolisme, hein, comme beaucoup aussi ont peut-être pu le faire. Et bon, après, voilà, je pense qu'il y a aussi certainement un peu de pudeur, et on voit à certains moments qu'il va quand même se retrouver des gens pour passer une bonne soirée, et je crois qu'il y a un moment où on partage une bouteille de champagne, voilà, mais ça c'est simplement pour rester
on va dire, Vivant. partager un bon moment et bon Vivant, vivant. pour se sentir vivant. Alors, ce qui est intéressant aussi, puisque nous sommes aux États-Unis, ça nous intéresse à plus d'un titre, il parle à plusieurs reprises justement d'entrer dans la guerre des Américains. Et alors, à plusieurs niveaux, il commence par l'escadrille Lafayette, qui étaient ces pilotes américains. Alors, j'ai lu qu'il y avait à peu près 4000 pilotes dans l'escadrille Lafayette, ce qui me paraît un peu énorme. C'était quoi? C'était des volontaires, ces pilotes? Alors, il y a eu des volontaires, effectivement, américains. Il y a eu des volontaires, bien entendu, français. Après, je n'ai pas le nombre exact sur l'escadrille Lafayette, mais on a eu effectivement des volontaires d'Amérique du Nord qui ont rejoint les troupes européennes plus tôt dans la guerre que leur pays ne l'a fait, hein, puisque les Américains nous ont rejoints en 1917. Ce qui est un peu intéressant sur le côté international aussi, c'est qu'on voit dans un premier temps aussi les Russes. Les Russes arrivent en France avec une division russe qui vient aider les Français et qui reste finalement un peu sur les bras des Français à la fin du conflit, puisque la révolution est arrivée en Russie. Et finalement, les Russes n'ont pas aidé suffisamment, ça n'a pas suffi à renverser le mouvement suffisamment pour battre les Allemands. Et donc, les Américains rentrent dans le conflit. Et là, on voit que ça soulage notamment le régiment de Camille, puisqu'à certains moments, son régiment est laissé au repos parce qu'il y a les soldats américains qui sont en nombre suffisant et qu'on n'a pas forcément besoin de remettre le régiment de Camille, qui a été très touché, qui a perdu beaucoup d'hommes, qui est maintenant composé de très jeunes recrues qui ne sont pas assez formés. On les remet un peu dans des endroits un peu plus calmes, hein, comme dans les Vosges, je vous disais. Alors, il parle aussi des soldats noirs. Des soldats noirs américains qui sont sous l'uniforme français. Voilà, alors ce qui était particulier chez les soldats noirs américains, c'est qu'on les a, en fait, les unités combattantes, les Américains ont accepté de les donner entre guillemets aux Français. Les Français avaient besoin de sang neuf, donc les Américains voulaient commander leurs propres troupes, mais ne voulaient pas donner de soldats aux Français pour être vraiment intégrés dans les troupes françaises. Donc, au bout d'un moment, les Américains ont dit OK, puisqu'on ne fait pas combattre nos troupes noires américaines, on vous les passe, mais c'est à vous de les équiper. Donc, on avait ces troupes afro-américaines qui étaient avec des fusils français, des casques français pendant le conflit, et notamment les Harlem Hellfighters, plus près de chez nous, qui font partie de ces troupes-là. Oui. Oui, d'ailleurs, moi, pour avoir vu beaucoup d'images passer de ces soldats noirs dans les villages français qui ont introduit le jazz en France. C'est exactement le jazz. Et donc, voilà, ça fait partie des petits moments un peu différents du quotidien de ces soldats, les rares moments où ce n'était pas un quotidien noir. Ouais. Alors, et ce qui est intéressant aussi, ce qui m'a intéressé, c'est la pause algérienne de Camille. Donc, Camille part en Algérie. Là, c'est un moment un peu plus heureux pour lui, même si il décrit pas vraiment ce qu'il fait. On sait qu'il va au cinéma, on sait qu'il fait un peu de tourisme. Enfin, il vit, quoi. Et globalement, il ne passe pas beaucoup de temps dessus. Il nous dit juste, il a l'air juste de nous dire, je vais bien, c'est ma pause à moi. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Alors, c'est un voyage. Quand je décris le livre, j'essaie de dire que c'est un peu une odyssée parce qu'il y a aussi ce passage un peu en bateau déjà. On traverse la Méditerranée. C'est un passage, l'aller comme le retour, qui n'est pas évident. Et ensuite, on envoyait les soldats dans les colonies françaises pour deux raisons. Pour contrer la menace allemande, parce qu'on ne voulait pas que les Allemands causent des troubles dans nos colonies. Donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis au niveau des colonies, puisque les Allemands avaient quand même aussi une implantation en Afrique, et aussi pour le recrutement, puisqu'il fallait, encore une fois, il fallait des hommes, et donc on allait recruter dans les montagnes de l'Algérie, on allait recruter les locaux, et on voit que c'est des moments assez difficiles, et on a beaucoup de tensions au moment du recrutement, quand il faut recruter les hommes. D'ailleurs, enfin, j'ai trouvé ça fou, parce qu'ils les mettent dans des fourgons qui sont plombés pour pas qu'ils s'échappent. Donc, quand tu parlais de bestialité, on est encore là dans le monde de l'animal, quoi. Alors, bon, c'est vrai que tout au long du conflit, à chaque fois qu'il prend le train,
on les imagine très bien, même en France, c'est des wagons à bestiaux. Hein. Je crois qu'à un moment, ils sont sur des trains avec des fauteuils, mais le reste du temps, on est sur des fourgons basiques. Mais c'est vrai qu'en Algérie, ils vont plomber les wagons pour éviter que les recrues ne s'échappent et désertent dans les montagnes, puisqu'ils savent très bien que ça serait très difficile après pour les soldats français de les retrouver. Voilà. Ensuite, le travail étant fait, on le voit, on l'imagine se balader. Il est accueilli dans une famille de colons français qui le traitent très très bien, et qui a de très bonnes relations. Et on le voit un peu avoir cette bella vita pendant quelques mois, 2 mois. ce qui va rendre le retour en France encore plus difficile. Alors, tu parlais tout à l'heure, et j'aimerais juste qu'on revienne sur cette phrase de Camille. Tu parlais des Américains qui avaient pris le relais justement dans les troupes de Camille, et il parle de tous ces cadavres d'Américains qui croisent quand il va chercher les corps des uns et des autres. Et il écrit: les pauvres, 6000 kilomètres pour venir se faire tuer dans ces conditions. Donc, voilà, ça fait partie des petites phrases où Camille se lâche, j'ai presque envie de dire. Oui, je pense qu'il voit aussi. Pour le Français, finalement, c'était assez naturel de défendre son pays. Hein, on défendait, c'était soit on gagnait, soit la France devenait allemande, ou soit on repartait comme en 1870 avec une occupation, ou comme ça s'est passé après en 1940. Mais voilà, pour un Français, se dire, ils sont quand même venus tranquilles des États-Unis, ils sont venus nous aider pour mourir dans un bois, rester là parfois plusieurs jours avant qu'on récupère leur corps. Et voilà, il est ému, et je pense qu'il est admiratif devant cet acte, ce dévouement, cet acte suprême fait par les soldats yankees. Hein. Alors, je rappelle quand même, avant de continuer, que nous parlons en ce 11 novembre du livre de Mathieu Legendre, Toute notre jeunesse, qui est un carnet de guerre, sur 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est de 2015 à 2018. On est sur 5 ans, parce qu'on commence le 2 août 1914 et on finit en août 1919. Oui, on disait, c'est que les Français n'ont pas été, les soldats n'ont pas été lâchés tout de suite le 11 novembre 1918. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris en lisant les carnets de Camille. C'est que pour moi, 11 novembre 1918, fin de la guerre, on rentre tranquillement chez soi. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui doit rentrer, mais on rentre tranquillement chez soi. Et j'ai appris que quelque part, les derniers poilus sont rentrés en juin 1920. Donc, c'est terrible tout ça. Bon, on va revenir dessus parce que c'est intéressant, mais tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, et parce que l'explication est vraiment assez déroutante aussi. J'aimerais revenir, comme on est en 1918, c'est la deuxième vague de la grippe espagnole, donc en tant que Covid, ça sonne à nos oreilles. Et là, la deuxième vague, elle fait des dégâts dans l'armée aussi. Oui, alors c'est vrai que comparer aujourd'hui avec le Covid, c'est extrêmement intéressant, puisqu'on voit que finalement, cette grippe espagnole, en réalité, venait des États-Unis. Et c'est les Américains qui, en amenant des troupes en 1917 et 1918, surtout donc début 1918, ont amené la grippe espagnole en Europe. La première vague n'a pas été trop dure au printemps 1918. Par contre, la seconde vague a été très, très dure en Europe en automne, et elle a touché surtout des jeunes gens en automne. Et donc, les soldats qui n'étaient pas forcément touchés au printemps, beaucoup ont pu mourir, sont morts de la grippe, donc en septembre, octobre, novembre 1918. Et donc, on a un exemple, il parle d'un de ses camarades, effectivement, qui partit en permission pour les obsèques de son père décédé de la grippe espagnole, ne revient pas au front parce qu'il est lui-même décédé. Ouais. Donc, c'est effectivement un avertissement un peu pour notre société, de toujours faire attention aux la deuxième vague. Les vagues ne se ressemblent pas forcément, et si les plus âgés ont été touchés dans un premier temps, demain, qui sait, peut-être elle touchera encore plus les plus jeunes aussi. Hein. Alors, donc, on avait évoqué avant cette question de la grippe espagnole, donc je voulais qu'on revienne un peu dessus. Donc, la guerre est finie, et pourtant, les troupes, on continue de les entasser dans les wagons, où les troupes ont faim, les troupes
ont froid, elles continuent d'avancer. On se demande alors quel est leur rôle. Elles font quoi ces troupes pendant presque un an, enfin, ouais, un an et demi en vérité. Alors, voilà, pourquoi déjà elles ont été relâchées plus tard? C'est tout simplement pour éviter le chômage, pour remettre trop de jeunes d'un coup sur le marché du travail, alors que l'économie qui n'a plus besoin d'autant de main-d'œuvre parce qu'on fabriquait des canons, des missiles, etc. Et parce que les femmes avaient pris part avait pris le relais. à la Voilà. vie active. Donc maintenant, il y a moins d'industrie. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on va les garder un peu dans l'armée et on va les libérer par classe d'âge. Et donc c'est progressivement, selon leur âge de naissance, hein, selon leur année de naissance qui conditionne leur classe d'âge de service militaire, on va les libérer et ils vont Donc rentrer on libère déjà les plus anciens, c'est ça, hein, quand tu dis classe d'âge, ouais. On les libère plus les plus vieux vieux sont jusqu'aux libérés, plus jeunes. Et pourtant, tu vois, c'est vrai que Camille pose la question dans ce livre, est-ce que toute cette manœuvre n'aurait pas été plus utile à la vie civile, à reconstruire le pays en vérité? Quand tu vois certaines images de villages complètement détruits, il y avait des choses à faire, on avait besoin de ces hommes. Alors, on les a quand même utilisés, les militaires ont été utilisés quand même. Dans un premier temps, on voit aussi qu'il fallait réoccuper l'Alsace-Lorraine, Oui. qu'on avait reconquis, et on allait aussi, les troupes françaises sont aussi, on ne le sait pas forcément, on n'en parle pas forcément assez, mais les troupes françaises ont été réoccupées une partie de l'Allemagne. Donc, on le voit ici aller en Allemagne, et donc les troupes sont restées pour occuper l'Allemagne en attendant que le traité de Versailles soit signé, en attendant que l'Allemagne commence à exécuter les conditions de la paix. Et ensuite, on le voit effectivement rentrer. Une fois qu'il est rentré, ils ont quand même un emploi du temps assez allégé. Ils donnent des soins la moitié de la journée, et puis le reste, il a du temps libre. Oui. Il a des permissions un peu plus importantes qui lui permettent de retourner dans sa famille un peu plus longtemps. Mais il ne peut pas reprendre de travail avant d'être totalement rentré chez lui. Et il rentre le 2 août 1919. Donc voilà. Il fait le compte, hein, 2 ans et 45 jours de vie de guerre dans la vie d'un jeune Alors homme. oui, enfin, c'est 5 ans et on va reprendre. Oui, c'est 5 ans. Pourquoi j'ai marqué 2 jours pour Alors, 2 ans? parce qu'il y a 2 ans de service. En fait. Ah, il y a 2 ans de service, voilà. C'est 5 années jour pour jour et 2 ans et 45 jours jours, de service. Voilà, Puisqu'il y a de le service, service militaire exactement. Service militaire, alors lui, il est d'une classe qui fait qu'il a eu le service militaire, qu'il est rentré chez lui en 1913 et que 6 mois ou je ne sais plus, 8 mois après, la guerre a éclaté. Donc, il a enchaîné quasiment son service militaire avec la Première Guerre mondiale. Donc, on se rend compte que voilà, ça fait 7 ans passés sous les drapeaux, quasiment non-stop. Oui, c'est oui. énorme. Alors, tu as rajouté dans cette édition 2 pages qui n'étaient pas dans le journal de base de Camille, et tu dis qu'il les a certainement pas mises par pudeur, parce que ce sont 2 pages où on voit que Camille a été un véritable héros. Il a été d'ailleurs décoré. J'aimerais bien que tu nous montres un peu ce que tu m'as montré tout à l'heure, tous les petits documents sur Camille. C'est extrêmement émouvant. Ce qu'on disait, c'est que voilà, le carnet original, hein, on est sur un carnet qui a son âge, hein, et sur lequel j'ai aussi des papiers accompagnant tout ça, des photos. On a aussi, on parlait de ses parents, les carnets de circulation qui permettaient à ses parents de s'approcher un peu plus près du front pour notamment aller voir ses enfants ou parfois pour des questions commerciales, certainement aussi. Et on a donc ces décorations, l'ordre du régiment pour les faits de guerre, hein, pour avoir agi dans des conditions dangereuses. Voilà, Camille a été décoré. Et il est assez pudique par rapport à ça. L'autre extrait, c'était aussi un extrait extrêmement difficile où il ne pouvait plus... ils étaient dans des conditions très, très compliquées. Et qu'est-ce qu'il disait exactement? C'était, voilà, il était obligé de boire son urine. Parce que s'ils attendaient sans pouvoir sans avoir de renfort, sans avoir d'eau, de cuisine, rien du tout, et à un moment, voilà, ils sont obligés de boire leur propre urine pour pouvoir tenir sous le soleil pendant des jours. Donc voilà, ce moment-là et le moment qui ont fait sa décoration étaient sur des fiches à part.
que j'ai voulu reprendre, mais que j'ai voulu ajouter cet avertissement pour signaler cette anecdote. Ouais. Et tu as bien fait. Je rappelle donc que toute notre jeunesse est en vente sur frenchweek.com et dans la boutique, le concept store de French Week à Chelsea. Et donc, je suis ravie. Mathieu, on va continuer parce qu'on est très en retard, mais on a encore des choses à voir. Donc, je voulais que tu nous parles 2 minutes de ton premier livre qui s'appelle New York 101 astuces, dont tu vas faire une nouvelle édition, je crois, puisque c'est la date de 2019. Voilà, ça c'est un petit ouvrage, un petit exercice littéraire qui s'adressait. J'ai beaucoup d'amis ou de familles français qui sont venus visiter New York et je leur donnais souvent les mêmes astuces. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit ouvrage avec toutes ces astuces. Et j'ai essayé de le faire de manière assez ludique en limitant la taille de chaque astuce à 280 caractères, donc la taille d'un tweet. Voilà, pour que ça soit assez facile à lire, très rapide, et qu'on ait voilà, toutes les petites astuces que les Français qui découvrent New York pour la première fois peuvent apprendre comme ça très facilement. Alors, dans tes projets littéraires, est-ce que tu nous concoctes un nouveau livre? Voilà, j'ai effectivement 2 projets littéraires, un qui est plus historique et un plus sur les États-Unis. Encore une fois, c'est un peu mes deux jambes. Donc, qui va être sur cette période 1870-1945 au sens large, avec des repères historiques, des comparaisons historiques, et un second sur les États-Unis, qui va plus être sur un côté un peu plus juridique, un peu plus criminel, on va dire, sur la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, sur des affaires que j'ai pu, des faits que j'ai pu observer depuis 2016 et mon arrivée aux États-Unis. Voilà. Intéressant. Un petit questionnaire de Proust pour finir. Ton livre du moment, tu lis quoi? Alors, en ce moment, je suis encore sur la Seconde Guerre mondiale avec un ouvrage sur les... Rapidement. Hop là. Bon, tout ça, c'est pour montrer qu'on ne prépare pas les interviews. Hein. Voilà, c'est du live. Sur les mystères inexpliqués de la Seconde Guerre mondiale. Voilà ma lecture. Bien. Si tu avais alors un livre préféré, un livre de chevet? Il y en a un qui est revenu récemment dans mon esprit par des... je crois que tu l'as cité sur Facebook dernièrement, et un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le Parfum. Et ça, c'est débat. C'est un livre que j'ai adoré et que je relirai bien prochainement. C'est intéressant parce que c'est un livre qui a beaucoup plu aux hommes et qui a moins bien plu aux femmes. C'est très intéressant. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de comparaison, mais là, c'était assez flagrant. Enfin, c'est un autre débat. Est-ce que tu as un auteur dont tu as lu tous les livres? Un auteur où à chaque fois qu'il y a un livre qui sort, tu l'achètes, tu le lis? Non, je n'ai pas. Les périodes de l'histoire que tu préfères, tu nous en as parlé, c'est la Deuxième Guerre mondiale essentiellement. Oui, alors là, on va dire la première partie du XXe siècle. Alors, un musée à visiter en France, je n'ose imaginer la réponse. On va faire la pub pour le musée de la Grande Guerre. Non, c'est vrai que c'est un musée qui est superbe. J'ai visité à plusieurs reprises et ce qui est intéressant sur ce musée aussi, encore une fois, la relation franco-américaine, c'est que derrière ce musée est construite une statue de la liberté éplorée, qui a été donnée par les Américains aux Français après la Première Guerre mondiale. Et donc, on habitait aujourd'hui à New York avec cette statue de la liberté, et hier à Meaux avec cette statue de la liberté américaine, c'est aussi assez intéressant. Mais le musée est super bien fait avec des collections. Donc, il est à Meaux parce qu'on est là où la bataille de la Marne s'est passée, où là, on a réussi à arrêter les Allemands en 1914. Et donc, on a une collection extrêmement importante d'objets de tous les pays et vraiment bien organisée, vraiment bien mise en scène. C'est vraiment un superbe musée. Donc, à 1 heure de Paris, pour ceux qui veulent passer culturellement un bon moment, venez à Meaux. J'en profite aussi pour faire la publicité d'un autre musée que j'ai beaucoup aimé, c'est le mémorial de la Seconde Guerre mondiale qui est à Caen, qui est extrêmement bien fait. Et pareil, quand vous allez à Deauville en vacances, faites un petit saut par Caen parce que c'est pour toute la famille. Et un musée aux États-Unis. Est-ce que tu as un musée Un musée aux États-Unis
J'aimais beaucoup, j'avais été assez impressionné par, comment il s'appelle, le musée, le nom m'échappe, qui a déménagé à côté de Chelsea maintenant. Le, Oui, tu vois de quel je parle. oui. J'avais été impressionné avant qu'il déménage par ce musée d'art moderne, parce que justement sa situation a été, l'immeuble était superbe et on avait ces œuvres d'art. Le nom va me revenir, ou Moi j'espère aussi, à la fin de qu'on le l'émission. remettra dans les commentaires. De Mais bon, maintenant, Whitney. le Whitney, effectivement. Et maintenant, les collections sont toujours superbes, mais je suis un peu moins fan de l'immeuble qui n'est pas aussi impressionnant que le premier. Alors, tu es papa d'un petit garçon qui a 13 mois, que vous avez adopté, toi et ton épouse. La Exact. qualité humaine que tu as envie de lui enseigner? Le respect des autres, hein, le respect des autres, voir on est dans un monde où tout le monde est différent. Dans chaque famille, tout le monde est différent. Et la différence ne doit pas conduire à être irrespectueux les uns envers les autres. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, on sort d'une élection un peu difficile aux États-Unis. Je pense que beaucoup de gens pourraient respecter un peu plus les autres. Et je pense que je vais essayer de lui inculquer cette valeur le plus possible. Alors, on a quelques questions qui viennent des gens qui nous regardent. Alors, Eric à New York demande pourquoi ne pas avoir fait des études d'histoire. C'est une question qui s'impose. J'ai été prédestiné par mon directeur, d'ailleurs, qui me prédestinait à des études d'histoire. Je suis allé dans le droit où j'ai fait beaucoup d'histoire. J'ai un moment hésité à faire j'ai voulu m'inscrire et c'était trop tard et la bureaucratie française faisant que c'était Oui, un peu c'est compliqué compliqué. de faire les deux DUG en même temps. Et donc, je n'ai pas repris les études d'histoire, peut-être un jour. Alors, Valérie nous demande si allez-vous écrire d'autres livres d'histoire. Je crois que tu as répondu à la Voilà, question hein, qui va venir. C'est un projet. Alors, Pierre, qui est en Floride, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes de votre famille qui ont fait la guerre? Et est-ce qu'il y en a qui ont fait la Seconde Guerre mondiale? Alors, il y a effectivement d'autres membres de ma famille qui ont fait la Première Guerre mondiale, toute une génération, mais notamment mon arrière-grand-père maternel, qui lui était français expatrié, enfin fils d'un français expatrié du Brésil, donc il était brésilien, franco-brésilien, est revenu en France pour la Première Guerre mondiale, et donc voilà, à 18 ans, a fait le voyage pour aider à sauver la patrie. Donc, on voit encore ce dévouement des Français à l'époque. On voit vraiment qu'un jeune de 18 ans devait le faire, pas pour lui, mais pour la patrie. Et pour la patrie. Dernière petite question. Alors, j'ai Philippe qui demande si dans la ville de Camille, il y a un endroit où on lui rend hommage. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit, je ne crois pas qu'il y ait d'endroit où on lui rend hommage. On a parlé donc, du livre dans la presse locale. Hein, ça a été une manière de lui rendre hommage, mais non, il n'y a pas. Il y a eu beaucoup de soldats qui ont écrit le livre, qui ont participé, et on a rendu hommage le plus possible aux vétérans de la Première Guerre mondiale, à tous ceux qui sont tués grâce à tous ces monuments aux morts. Mais c'est vrai qu'on peut toujours se demander, ces gens qui ont vécu ces moments-là, est-ce qu'on leur a suffisamment rendu hommage, tous ceux qui ont survécu, tous ces blessés? Tu le disais, Camille n'a pas été blessée. Tous ceux qui ont été blessés physiquement et tous ceux les gueules cassées, et mentalement, moralement, beaucoup ont souffert. Et on voit aussi, je pense que Camille a eu des difficultés dans sa vie, probablement avec tout ce passé. Et la rédaction de ce livre, c'était aussi, à mon avis, pour eux, une sorte de catharsis ou d'exutoire, de sortir un peu de cette période-là, hein, de ces moments difficiles. Juste quand j'ai oublié la Première Guerre mondiale, il y a effectivement aussi des membres de ma famille qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est un autre moment. Je ne pense pas qu'il faille rentrer dans le sujet aujourd'hui. Ça serait un peu trop long. On verra ça dans ton prochain livre, tu nous en parleras. Donc, je rappelle que toute notre jeunesse, c'est les livres de Mathieu Legendre et il est disponible sur frenchweek.com et dans la boutique French Week, dans la collection Rencontre des auteurs francophones. Très vite, parce qu'on est super en retard, mais je savais qu'on allait être en retard aujourd'hui tellement c'était intéressant. Donc, les nouveautés de la semaine. Alors d'abord, Mémoire du Caire de Ronald Sicurel était out of stock et donc il est rentré ce matin. Donc,
nous avons une dizaine d'exemplaires de nouveau. Donc, ce sont les souvenirs d'enfance d'un grand-père juif d'Égypte. C'est vraiment charmant et ça témoigne d'une vie de respect qui n'existe plus, comme tu disais, dans ces pays-là, où on vivait entre communautés, on vivait très bien entre communautés culturelles et cultuelles. C'était l'Égypte d'hier. Alors, ce qui vient de rentrer, ce qui est arrivé ce matin, c'est un livre d'un Breton, qui vient du monde de la musique et qui s'attaque au sujet des femmes dans les bagnes. C'est un succès de librairie qui a été salué par la presse et on parle d'un roman écrit à la Émile Zola, donc il sera notre invité fin février, Jean-François Tifiou, c'est de Quimper à Cayenne, Le singulier destin d'une Bretonne. Un gros livre d'un médecin qui est devenu auteur et qui se passe en Chine au 8e siècle. C'est Le pain, le prunier et le bambou de Jean-Jacques Zès et on suit les aventures d'un petit orphelin de père. C'est un enfant qui comprend que seul le savoir va lui permettre de s'élever dans la société. C'est intéressant parce que c'est très vrai dans cette Chine du passé, à l'inverse de notre Europe des gueux. Enfin, je trouve que c'est extrêmement intéressant de comparer les cultures. Un livre qui n'a rien à voir sur la ménopause. Alors ça aussi, c'est un vrai succès. Ça vient de sortir en France. Elles ont fait, les 3 auteurs, toutes les télés. Vous retrouverez d'ailleurs les liens sur la page qui leur est consacrée. C'est Toi et moi, on s'explique la ménopause, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est parler d'un tabou sans aucun tabou, ça se lit très bien. On a 2 petits livres qui viennent d'arriver d'une journaliste de La Voix du Nord, qui nous a écrit cette vie d'une lycéenne, ses amours, ses amitiés, ses challenges et sa famille. Voilà, ça c'est pour notamment les jeunes publics. Et puis nous recevrons le 25, notre prochaine invitée, c'est Hélène Drumont, qui nous parlera d'histoire d'amour avec La place est prise. C'est son premier roman et je suis ravie de la recevoir, new-yorkaise aussi. Merci Mathieu, merci pour tes explications. Sandrine. Merci de nous avoir éclairés grâce à Camille sur cette terrible Première Guerre mondiale. Et puis, écoute, on te souhaite de sortir rapidement les prochains livres, que tu puisses nous en parler. Et puis, on espère aussi qu'on pourra refaire nos événements en présentiel et que tu vas pouvoir rencontrer les lecteurs comme les autres auteurs qui sont sur les États-Unis. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne soirée. À bientôt. On se retrouve donc le 25 novembre avec Hélène Drumont pour son livre La place est prise. Bonne soirée à tout le monde. Merci.